Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 31 août 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la politique étrangère en Égypte. Nous allons voir ça dans plusieurs dossiers. Le dossier de l'Espagne et donc la politique étrangère avec l'Europe, avec l'Afrique, aussi avec les États-Unis et la dernière visite du président Abdel Fattah al-Sisi en Irak. Pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Tariq Al-Gamal, expert en matière juridique internationale. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Moi aussi, ça me fait un grand plaisir. Merci. Alors, on voudrait commencer par évaluer d'une manière générale la politique étrangère de l'Égypte envers le monde aujourd'hui et son statut et sa place qu'elle commence à regagner non seulement en Afrique, mais dans le monde arabe et en Europe aussi. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de cette vision concernant la politique égyptienne. Et il est à noter que à son arrivée au pouvoir en 2014, le président El-Sisi a adopté une politique extérieure basée sur l'entente mutuelle, les intérêts communs, la non-ingérence dans les affaires des autres, en plus le respect de l'autre. Et donner soutien aux stabilités et le développement, surtout à nos voisins dans le continent africain et en même temps à nos frères arabes. Et l'Égypte est devenue, durant les dernières années, l'acteur incontournable dans la région, que ce soit sur le niveau méditerranéen, que ce soit sur le niveau du monde arabe, au Moyen-Orient et en Afrique. Et je n'exagère pas quand je dis que les exemples sont nombreux. Si on peut parler du continent sur le niveau, si on va commencer par le niveau, sur le niveau africain, bien sûr, il est à noter que le président El-Sisi, durant la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine, a donné un modèle très, très efficace, un modèle très, très dynamique. Et ça a été clair durant tous les sommets organisés pour l'Afrique sur le niveau international. Et je me rappelle du dernier sommet qui avait eu lieu, le sommet étant l'Égypte présidente de l'Union africaine. Le dernier sommet avait eu lieu à Londres, en Angleterre, à Londres. Et c'était des messages de la part du président El-Sisi, des messages clairs que sont basés aussi aux mêmes bases de notre politique égyptienne à l'extérieur. C'est-à-dire le sommet pour l'investissement en Afrique. Exactement. Où le président était accompagné de plusieurs dirigeants africains. Oui, c'était le dernier sommet durant la présidence, avant de donner la présidence Afrique du Sud. Afrique du Sud, exactement. Bon,
cette rencontre à Londres, c'était la dernière suite à une autre série de rencontres justement pour l'investissement en Afrique, en Allemagne, en Chine, je crois. Bien sûr, mais je parle quand j'avais dit que, à donner l'exemple durant la présidence de l'Égypte, a donné l'exemple efficace, et c'était le dernier sommet. Mais les autres sommets durant la présidence de l'Égypte, je n'exagère pas quand je dis était partout, c'est-à-dire sur le niveau européen, des sommets sur le niveau européen, en Russie, en France, en Allemagne, en Chine. Et le dernier sommet, c'était à Londres. Alors que le président Sisi a ouvert des nouveaux horizons pour l'Afrique, premièrement la stabilité. Et pour l'Europe aussi, parce que de toutes les manières, c'est une relation gagnant-gagnant. Exactement, c'est une relation, comme vous l'avez déjà dit, gagnant-gagnant. Oui. Sur le niveau européen, et bien sûr, on comprend et on connaît comment étaient les relations entre l'Europe et l'Afrique durant des époques et des époques. Oui. Et bien sûr que si on parle de l'Afrique, il est à noter aussi que les deux derniers sommets organisés par la France, il y a quelques mois, même moins, le sommet organisé pour le Soudan, donner soutien au Soudan. Et le deuxième sommet était pour l'Afrique économique. Et ça se voit que la France, le président Macron, a compté, et je n'exagère pas quand je dis comme d'habitude, a compté sur l'Égypte, a compté sur les efforts du président El-Sisi. Et le président Macron, en marge des deux sommets, de ces deux sommets pour le Soudan et pour l'Afrique, a loué les efforts de l'Égypte sur le niveau du continent africain et en plus sur le niveau même le niveau du voisinage de Soudan. Et l'exemple, quand j'avais dit que les exemples sont nombreux, je n'exagère pas quand je dis qu'il faut, il est inutile de dire que dans les deux sommets, le président Sisi a donné son soutien. Que ce soit pour le Soudan, je dis que, c'est-à-dire l'Égypte a donné son soutien pour le Soudan, et même le président Sisi a dit soutien total. C'est d'après, bien sûr, le porte-parole de la présidence. Il y a des mots qu'on n'a jamais, on ne peut pas l'oublier. Il a dit soutien total pour le Soudan, étant le voisin le plus proche, et en même temps soutien pour l'Afrique sur le niveau économique. Parfait. Bon, nous avons en ligne Dr Hani Abdelaziz. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bon, alors, aujourd'hui, notre émission est consacrée à l'état des relations de la politique étrangère entre l'Égypte et le monde, avec, bien entendu, tout à l'heure on parlait de l'Afrique avec Dr Tariq Al-Gamal. On aimerait aborder avec vous la part de l'Europe. Quel est l'état des relations entre l'Égypte et l'Europe aujourd'hui?
Eh bien, c'est une très bonne question. Nulle personne ne peut nier que durant les 4 ou 5 dernières années, il y a un rebond très intéressant dans la dynamique de la politique étrangère égyptienne dans le monde en général, mais aussi en Europe. Ceci dit, ce dynamisme se confirme de jour en jour dans certaines relations qui sont renforcées, comme les relations avec la France en particulier, mais aussi avec d'autres pays européens, le Royaume-Uni par exemple. Mais il n'empêche qu'en même temps, les défis aussi ont augmenté. Les défis dans la région de la Méditerranée, qui est tout de même qui est bordée au nord par l'Europe. Il y a les défis avec l'Italie qui sont un peu critiques. Un jour ça va, un jour ça ne va pas aussi bien. Nous en savons le pourquoi. Donc il y a une dynamique, définitivement. Il y a des progrès immenses. Nous savons qu'en Égypte, comme dans d'autres pays du monde, la politique étrangère est le fief gardé du chef de l'État, assisté par le ministre des Affaires étrangères, et ça fonctionne. Mais en parallèle, les défis aussi augmentent. Les défis dans la Méditerranée augmentent avec la Turquie, qui est un pays tout de même riverain. Mais il y a une nette amélioration, une excellente coopération pour l'instant avec la Grèce et Chypre, mais n'empêche que ces pays aussi ont des relations parallèles avec la Turquie, avec Israël, etc. Donc ce sont des questions complexes et qui demandent beaucoup de doigté, beaucoup de persévérance, beaucoup de délicatesse dans l'approche des relations. Il y a une approche qui s'est améliorée aussi avec l'Espagne, ceci est évident. Mais n'empêche que tout de même, il y a des cartes qui sont jouées contre l'Égypte pour essayer de faire plier l'Égypte sur certaines questions injustifiées à mon avis, et qui sont tout à fait injustes. Par exemple, la position de l'Europe au dernier Conseil des droits de l'homme, position tout à fait injustifiée parce que ça ne s'applique pas à tous les autres pays, même ceux d'Europe, même aux États-Unis. Donc, il faut travailler dans ce sens-là parce que ça fait partie des défis actuels qu'il nous faut augmenter. Il faut réaliser que quand un pays reprend ses activités diplomatiques, ses activités économiques, reprend une place plus importante dans le monde diplomatique, dans le monde des affaires, il y a bien sûr des résistances. Et on doit s'attendre à cela. Et ces résistances, ce sont les défis dont je parle et beaucoup d'autres qu'il faut surmonter et qu'il faut être prêt à affronter à moyen et long terme, pas simplement à court terme. Bon, donc... Oui. Oui, je vous en prie, allez-y, madame. Bon, je voulais juste vous demander à propos du Conseil des droits de l'homme, puisque vous êtes résident à Genève et que vous êtes certainement très renseigné sur ce qui se passe. Bon, nous avons suivi, bien entendu, les réunions concernant le dossier de l'Égypte au Conseil des droits de l'homme, mais certains analystes trouvent que le Conseil des droits de l'homme, parfois, il juge avec une certaine inégalité et parfois avec des poids et des mesures tout à fait différents. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. La situation des droits de l'homme, par exemple, dans certains pays de la région, ne seront pas meilleurs que n'importe où d'autres, mais ne seront jamais mentionnés. Vous savez, la carte des droits de l'homme, tout le monde est pour les droits de l'homme, mais chaque droit de l'homme doit être adapté tout de même c'est des valeurs universelles, j'en conclus, mais c'est les valeurs de base qui sont universelles. Ceci dit, les droits de l'homme doivent être adaptés aux conditions de chaque pays et ne pas être qu'une affaire progressive. J'ai toujours dit, même durant mon activité aux Nations Unies, que les questions de démocratie totale, de droits de l'homme, etc., ne peuvent pas être parachutées et ne peuvent pas être les mêmes. La démocratie italienne, y compris les droits de l'homme, ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne, ni en Inde, par exemple, enfin, pour mentionner quelques pays seulement. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Cette carte est souvent utilisée, comme vous l'avez bien dit, comme moyen de pression pour obtenir certains autres résultats et pour s'ingérer dans les affaires intérieures des pays. Je conclus que je suis
tout à fait d'accord que les valeurs sont universelles, mais je dis que ce sont les valeurs de base. Il faut donner le temps au temps, comme disait par exemple le président Mitterrand. Pour arriver à la démocratie et les droits de l'homme en Europe, ça a pris plus de 2000 ans. Hein, on ne peut pas faire ça en 10 ans ou 20 ans, pas simplement en Égypte, dans beaucoup d'autres pays. Bien, il faut avoir des critères, des poids pour mesurer, pour voir s'il y a des progrès ou pas. Je pense qu'il y en a. Le fait que je vous parle... D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas résident en Suisse. Je suis de passage pour des raisons médicales. Je suis résident en Égypte. Vous êtes, pardon? Vous avez dit que j'étais résident en Suisse. Non, oui. Je suis en Suisse pour des raisons médicales pour l'instant. Je suis résident dans mon pays d'origine, qui est l'Égypte. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je suis désolée. C'est ce qu'on m'a dit à la préparation. Donc, on va corriger ça avec notre équipe de préparation. Pour des raisons médicales en Suisse où j'ai une assurance. Donc, ça n'a rien à voir avec, le sujet. Donc, moi, je suis d'accord avec vous mais il n'empêche qu'il faut faire des pas en avant tout de même. Il faut prouver tout de même sa bonne volonté, progresser petit à petit dans les conditions actuelles de chaque pays qui sont différentes. Je ne peux pas demander, par exemple au Soudan, d'être au niveau, Soudan ou un autre pays, d'être au niveau de la France. Et est-ce que la France, ou les États-Unis même, mais la peine de mort, elle existe dans certains États américains, et la peine de mort est totalement interdite d'après les droits de l'homme. Alors, il y a, comme vous l'avez dit, deux poids et deux mesures. Ceci dit, c'est un défi, c'est une des questions auxquelles il faut travailler, il faut progresser sur ce plan petit à petit, graduellement, de manière adaptée aux conditions de chaque pays, pas simplement l'Égypte. Bon, tout à l'heure, quand on parlait des relations de l'Égypte avec l'Europe, vous avez mentionné l'Espagne. Donc, on voudrait jeter la lumière sur la qualité des relations entre l'Égypte et l'Espagne. Vous savez, je ne suis pas tout à fait expert dans la question des relations extérieures de l'Égypte avec l'Espagne, mais je soulève tout de même qu'il y a toujours une coopération dans les domaines politiques et militaires dans certains domaines. Je pense qu'il y a eu des visites réciproques il n'y a pas longtemps, donc c'est positif. Mais je pense que le poids réel politique de l'Europe réside à Paris beaucoup plus qu'à Berlin ou à Madrid. Et là, je soulève que les relations sont excellentes avec la France, mais tout de même, chaque pays a ses intérêts, chaque pays a ses points de vue, mais tant que ces points de vue se confrontent de manière pacifique et amicale, eh bien, tant mieux. Bon, est-ce que vous pensez que depuis quelques années, surtout dans les 2 dernières années, le statut de l'Égypte et son image ont changé en Europe? Définitivement, c'est beaucoup amélioré, je ne dirais pas changé, c'est beaucoup amélioré en Europe, mais je maintiens toujours, comme je l'ai dit, à propos des relations de l'Égypte sur son continent africain, c'est un travail de longue haleine. Si la perspective de fonctionnement est à court terme, ça ne va pas réussir. Et je le dis en toute franchise. C'est un travail de très très longue haleine, de relations, d'amitié entre les États, entre les gouvernements, mais encore plus au niveau culturel, au niveau des populations, au niveau des organisations non gouvernementales. Je pense qu'il faudrait, vous savez, les pays scandinaves, les pays de l'Europe du Nord ont un certain point sur certaines questions. Et il ne faudrait pas les ignorer. Et il faudrait renforcer le travail dans ce domaine beaucoup plus, car au niveau de l'Union européenne, ils ont une voix égale à celle de la France ou à celle de l'Allemagne. Donc il y a à faire, il y a continuité, il y a que ce soit des stratégies à long terme, pas pour 1 an ou 2, mais pour des décennies à suivre. Ceci dit, il y a une très nette, et je répète très bien, très nette, je suis précis, et c'est pas pour faire des compliments, une grande amélioration de l'image de l'Égypte qui s'était tout à fait, qui avait un peu disparu, dirons, une période précédente, et qui s'améliore. Mais c'est un travail continu, qui doit être acharné, une diplomatie active et plus dynamique,
il n'y a pas d'idéal. Il n'y a jamais quelque chose d'idéal. Il faut toujours continuer à essayer de faire mieux aujourd'hui, demain et après-demain. Mais je pense que les missions diplomatiques et aussi les délégations égyptiennes résidant à l'étranger, ils ont un grand rôle à jouer sur ce plan-là. Mais bien sûr, c'est ce que je dis exactement. C'est-à-dire, s'il y a expansion de la politique étrangère égyptienne pour obtenir plus de soutien à ses positions, pour éclaircir ses positions encore plus, c'est tout à fait le travail des missions diplomatiques égyptiennes dans toutes ces capitales. Et cela doit être très dynamique. Mais à côté de cela, je pense que les relations, c'est-à-dire limiter cela aux canaux officiels est très bon. Mais on ne doit pas ignorer que les organisations gouvernementales dans les pays d'Europe occidentale sont très dynamiques et très actives. Prenez Amnesty International. Si on n'a pas de rapport direct et constant avec Amnesty International pour expliquer nos positions, eh bien, ils continueront dans la position de démolir l'image égyptienne. Voilà, donc est-ce qu'on a suffisamment de rapports avec eux? Ça, je ne le sais pas, je ne peux pas le prétendre. Et je pense qu'il y a du travail à faire auprès des organisations non gouvernementales, grandes organisations implantées en Europe occidentale et qui ont une influence très importante, je souligne, très importante sur les médias de ces pays et sur les politiques des gouvernements. Il ne faut pas ignorer le rôle des organisations non gouvernementales dans le monde occidental en général. Docteur Hani Abdelaziz, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et donc, on reprend avec Docteur Tarek El-Gamal. On a abordé tout à l'heure l'état des relations avec l'Europe. Et comme Docteur Hani l'a dit, et on l'a entendu avec beaucoup de fierté, qu'effectivement, le statut de l'Égypte, il s'est beaucoup amélioré à l'étranger, et surtout en Europe, où on avait tendance à avoir certaines interprétations erronées de la situation en Égypte. Bien sûr, comme je l'avais dit quand je commençais avec vous, avant les autres, proactif, c'est-à-dire, je n'exagère pas quand je dis avant les autres, et on donne aide dans le moment très délicat. Et, ça a été fait avec plusieurs pays. Ça a été fait par chaque exactement. pays en crise. Alors que l'économie, je veux dire qu'on n'est pas quand même dans une période d'épanouissement économique. Exactement. En Égypte. Et si vous permettez, quand vous avez mentionné le Liban, il est à noter qu'avec l'explosion de port de Beyrouth, on était les premiers à envoyer des aides alimentaires, des aides sanitaires. Et aussi, la ministre de la Santé a été envoyée par notre président pour faire ce qui est nécessaire pour le Liban. Et dans un autre sens, on reçoit aussi beaucoup d'aides étrangères. Oui. Je pense que la relation que le président Abdel Fattah el-Sisi essaie d'instaurer est une relation de complémentarité entre les pays du monde. C'est-à-dire que, et c'est ce que le président a dit à plusieurs reprises, que nous devions encourager le travail, encourager la jeunesse, encourager les femmes, encourager tout ce qui est dans une direction positive et qui apporterait de la positivité au pays. Vous avez raison, parce que ça se voit que, et ça c'était un exemple sur le niveau international dans tout le monde entier, les sommets des jeunes, les sommets de la jeunesse, et c'était un exemple, et on était le premier pays qui a organisé ces sommets sur niveau non pas local, non, mais c'était des sommets sur le niveau international. Alors, ce qui donne respect à la jeunesse,
Et bien sûr, ça se voit que la femme égyptienne a été autorisée à partir d'arriver à son pouvoir. Le président Sisi a donné beaucoup de soutien et ça se voit. Et même, ça se voit dans les organisations internationales, c'est-à-dire les Nations Unies. Nous avons une de nos anciens ministres, et ça se voit partout. Et alors que ce sont des points qui rentrent dans la politique d'une façon ou d'une autre. Ce sont des points qui donnent une bonne impression à la politique extérieure de l'Égypte dans tout le monde entier. Et si on parle sur le niveau aussi arabe, il est à noter que grâce aux efforts de l'Égypte et de l'intervention de l'Égypte, on n'oublie pas le cessez-le-feu réalisé par les efforts de l'Égypte pour la crise palestinienne et le conflit Palestine-Israël. On n'oublie pas le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu qui a été réalisé. La position de l'Égypte. Mais on va parler de cela en détail, mais avant juste j'aimerais quand même mentionner à propos de ce que vous avez dit sur les femmes, ça ne peut pas passer de revenir à ce point. On a aussi eu des prix internationaux commémorant la performance de nos ministres femmes égyptiennes, comme Dr Hela Zeid, la ministre de la Santé, et Dr Hela Al-Saïd, la ministre de la Planification. Exactement. Également. Exactement. Donc ça veut dire qu'elle performe non seulement sur le plan local, mais sur le plan international. Et ce sont des prix accordés par des agences internationales en toute neutralité. Exactement, et vous avez raison. Et ce sont vous savez, ce sont des axes, des nouveaux axes pour l'Égypte à l'extérieur. C'est-à-dire que, bien sûr, on a déjà connu Nobel avec notre grand écrivain Naguib Mahfouz. On a connu Nobel mais avec nos génies égyptiens. Mais durant les dernières années, comme vous l'avez mentionné, c'est que la femme égyptienne est saluée maintenant par les organisations internationales. Bon. Et si vous me permettez de retour pour la crise palestinienne et les efforts de l'Égypte pour le cessez-le-feu, il est à noter que le président Sisi a reçu 2 appels téléphoniques du président Biden afin de saluer et de louer les efforts de l'Égypte pour la crise palestinienne. Parce que sans l'intervention de l'Égypte, il n'y aura pas eu de cessez-le-feu. En plus, les efforts organisés pour approcher entre les Palestiniens sur notre terrain, les négociations, les réunions organisées par l'Égypte, et on n'oublie pas aussi pour la Libye, on se rappelle quand j'avais dit que toujours l'acte de l'Égypte est proactif avant les autres. L'initiative égyptienne pour la Libye qu'a présenté notre président. Et en plus, vous savez que
Et pour le Soudan. Et pour le Soudan. Durant le sommet, en France. Exactement. Et, Bon. et bien sûr, si on parle du monde arabe, il y a une phrase très importante que le président ici a insisté, et ça se voit dans plusieurs discours, c'est que quand il dit la sécurité nationale de la région du Golfe est liée à la sécurité nationale de l'Égypte. Bien sûr. Ça veut dire beaucoup un point de vue très important sur le niveau sécuritaire, sur le niveau militaire, sur le niveau politique, sur le niveau même de stabilité en général. On a remarqué aussi des discussions entre le président et les responsables qataris lors de la visite du président en Irak. Exactement. Ça veut dire que, bon, on touche le bois, mais ça veut dire que l'Égypte est vraiment un centre d'attraction aujourd'hui. Bien sûr. Non bien sûr. parce que le statut de l'Égypte a changé ou parce que le discours en Égypte a changé, mais parce que l'Égypte est devenue plus forte. Sur tous les plans. Et si vous me permettez, il est à noter que la crise du canal de Suez a exprimé la volonté très forte des Égyptiens, a exprimé la volonté très forte des Égyptiens pour la crise au mois d'avril du canal de Suez, et comment les Égyptiens sont très, très compétents. Et il est à noter aussi que vous avez parlé de l'Espagne. Oui. On voudrait parler de l'appel téléphonique. Exactement. Oui. Le président, il Sisi a reçu, il y a quelques jours, un appel téléphonique du PM espagnol, M. Pedro Sanchez, mais ce n'est pas le premier, c'est le deuxième appel, parce qu'il a reçu un appel téléphonique du PM espagnol au mois de juin. Et l'appel téléphonique de la part du PM espagnol a exprimé l'appréciation de son pays pour l'Égypte, direction et peuple. Et en même temps, il a affirmé la profondeur et la robustesse des liens amicaux et profonds entre les deux pays. Et certainement la volonté de coopérer avec l'Égypte. Exactement. Et la volonté de coopérer avec l'Égypte, ça se voit sur le niveau, par exemple, je vous donne des exemples, sur le niveau des moyens de transport. Il y avait le ministre Kamel El Wazir a effectué avec l'ambassadeur espagnol au Caire les segments du chantier de modernisation du système de signalisation de la voie ferrée Le Caire-Alexandrie. Et c'est un projet qui est assumé par la société espagnole Thales. Et ce projet doit être mis en œuvre décembre 2021. Et en plus, il y a un calendrier. Il y a de même, entre Asiout et Najah Hamadi, aussi la participation espagnole par une société spatiale espagnole sur les chemins de fer. C'est-à-dire que ce sont des réalités qui s'exercent actuellement. En plus, il y avait, d'après la page officielle des forces armées égyptiennes, dans le cadre des forces armées égyptiennes, dans le cadre d'améliorer le niveau de formation
et d'échanges. Il y avait des exercices d'échange entre les forces navales égyptiennes et les forces navales espagnoles. Et ont été effectuées des manœuvres maritimes à la base navale Bernice et en mer Rouge. En plus, il y avait les premiers vols espagnols qui sont arrivés à Luxor. Il y a peut-être en février, je me rappelle qu'en février 2021, le ministre du Tourisme, Khaled El Anani, s'est entretenu avec l'ambassadeur espagnol et ils se sont mis d'accord à commencer les vols de provenance de Madrid pour Luxor 2 fois par semaine jusqu'à fin octobre. Il faut rappeler aussi que l'Espagne est la première destination touristique dans le monde. Exactement, et ça c'est très important, ce que vous avez mentionné, c'est que l'Espagne, quand on dit sur le niveau touristique, c'est quelque chose d'énorme. Alors s'il y a une liaison touristique entre les deux pays, ça éprouve que comment est les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Espagne. En plus, la participation de l'Espagne au 52e foire du livre égyptien qui avait lieu quelques mois. Docteur Tarek, le temps a filé vite avec vous. On est arrivé à la fin de cette édition. On doit terminer parce qu'il y a le journal. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et pour ces informations très précieuses. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir. Merci.